Chers téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui d'une figure considérable de l'histoire européenne, celle que l'on a surnommée la grand-mère de l'Europe. Il s'agit de la reine Victoria. Alors elle vient évidemment, comme par hasard, au moment du Brexit, puisque l'Angleterre, son histoire sont aujourd'hui au premier plan. C'est le moment aussi où la reine Elisabeth II vient de rattraper son ancêtre dans la course au record de longévité sur le trône d'Angleterre, puisque nous en sommes pour l'une et pour l'autre à 63 ans de règne. À titre de comparaison, on peut rappeler que Louis XIV, si l'on considère le début de son règne personnel en 1661, n'a régné que pendant 54 ans sur le trône de France. Une longévité donc sur le trône tout à fait exceptionnelle qui engerbe toute la seconde moitié du XIXe siècle dans un contexte historique planétaire particulier. C'est celui de la révolution industrielle, c'est celui où se met en place une première mondialisation des échanges, c'est celui surtout qui voit la Grande-Bretagne s'imposer et de loin comme la première puissance du monde. Elle est sortie victorieuse de son duel séculaire engagé avec la France. On sait comment tout cela s'est terminé à Trafalgar en 1805 et à Waterloo en 1815. Et inexorablement, la Grande-Bretagne s'est imposée comme la première puissance d'Europe, bien sûr, mais en même temps du monde. Première puissance économique, elle s'est lancée dans la révolution industrielle pratiquement une soixantaine d'années avant tout le monde. Première puissance commerciale, et ce depuis longtemps, depuis la fin du XVIIe siècle, grâce à une marine marchande extrêmement nombreuse. Première puissance navale en termes de puissance militaire. L'Angleterre, c'est l'époque où, selon la chanson bien connue, Britannia Rules on the Waves, où l'Angleterre fait la loi sur les vagues, règne sur les vagues. C'est aussi la première puissance coloniale. Elle s'est imposée ainsi après les victoires remportées contre la France au cours de la guerre des 7 ans, qui nous ont valu la perte du Canada et puis de l'Inde. Puissance également qui apparaît comme un modèle politique à l'époque, avec son régime parlementaire, porteur de toute l'idéologie libérale qui inexorablement semble appeler à triompher en Europe tout au long du XIXe siècle. On a ainsi pu parler d'époque victorienne ou d'Angleterre victorienne. Alors le terme est peut-être un petit peu abusif parce que il recouvre des réalités extrêmement différentes. L'Angleterre victorienne, c'est à la fois l'Angleterre de Kipling et de l'Empire des Indes, mais c'est aussi l'Angleterre de la misère de l'East End londonien, la misère que décrit Dickens dans Oliver Twist ou David Copperfield. C'est l'industrie triomphante des Midlands, celle que Jules Verne évoque dans ses Indes noires. C'est en même temps le monde aristocratique, délicat et subtil tel que l'évoque Jane Austen dans ses romans. C'est aussi une Angleterre confrontée à la question irlandaise, tout au long du XIXe siècle. C'est tout cela à la fois. Et dans tout cela, il faut bien dire que Victoria, en tant que personnalité, n'est pas pour grand-chose. On a pu parler de siècle de Périclès, de siècle d'Auguste, de siècle de Louis XIV. Il serait inexact de parler de siècle de Victoria, quelle que soit la puissance anglaise de l'époque. Alors, le personnage lui-même. Elle est née le 24 mai 1819. C'est la fille du duc de Kent et d'une princesse allemande de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Son père meurt quand elle n'a que quelques mois. Il était le 4e fils du roi Georges III, celui qui a sombré dans la folie dès la fin du XVIIIe siècle, ce qui a expliqué la régence de son fils Georges, devenu Georges IV en 1820. Quand Georges IV disparaît sans descendance, c'est un autre frère qui va régner sous le nom de
Guillaume IV. Et puis, à partir de ce moment, eh bien, c'est la fille du duc de Kent, la jeune Victoria, de manière un petit peu imprévue, qui devient l'héritière présomptive du trône, hein, auquel elle accédera en 1837. En attendant, elle subit les volontés d'une mère autoritaire. C'est une enfant isolée qui demeure éloignée de la cour, qui souffre de carences affectives, ce qui explique peut-être son goût et son intérêt pour les animaux de compagnie, notamment les chiens qu'elle appréciait beaucoup. Toujours est-il qu'en 1837, alors qu'elle a 18 ans, eh bien, la voilà amenée à monter sur le trône. Elle va rompre rapidement avec sa mère et puis profiter un petit peu de tout ce qui lui a été interdit jusque-là. Elle s'intéresse aux romans, elle aime bien aller au bal, organiser des fêtes, etc. Mais il n'empêche qu'elle a quand même une assez haute idée de sa mission et de son rôle. Lors du sacre qui a lieu le 28 juin 1838, à cette occasion, l'un de ses familiers la décrit ainsi: « Convaincu d'un devoir merveilleux et mystérieux imposé par la divine providence, et cette obligation morale ne s'effacera jamais de son esprit. » Donc on voit à peu près comment situer psychologiquement la personnalité de Victoria. Elle arrive sur le trône d'Angleterre dépourvue en fait de toute expérience. Elle va se tourner vers Léopold Ier, le roi des Belges, qui est son oncle maternel. Celui-ci va lui envoyer un conseiller, Christian Stockmar, qui va être précieux pour elle pendant ses premières années sur le trône. Et puis elle fait confiance aussi au Premier ministre de l'époque, Lord Melbourne. Alors, ensuite, les choses changent. En 1839, c'est un cabinet conservateur, un cabinet Tory dirigé par Robert Peel qui se met en place. Et là intervient une crise d'importance secondaire, c'est la question des dames de compagnie. Il était de tradition qu'à chaque changement de gouvernement, eh bien, l'entourage de la reine était appelé naturellement à être renouvelé. Eh bien, elle s'y oppose, elle tient à garder auprès d'elle les personnes qui lui étaient familières et elle va obtenir gain de cause. Mais au-delà de cela, elle dispose en fait que de bien peu de pouvoir. La couronne d'Angleterre, à l'époque, le pouvoir exécutif. Selon la constitution de l'Angleterre, écrite à l'époque par Walter Bagehot, eh bien, la vocation du roi ou de la reine, c'est d'être informé, d'encourager, de mettre en garde. Et en réalité, la réalité du pouvoir appartient de manière prépondérante au cabinet ministériel, au Premier ministre. Et cette prépondérance est de fait sans appel. Et la confiance même que doit accorder la souveraine n'apparaît en fait que secondaire. Cela dit, tout en se maintenant dans les limites de ce régime parlementaire, elle sera quand même amenée à donner son avis et à disposer d'une certaine influence. En tout cas, il y a un point sur lequel elle ne va pas transiger, c'est la question de son mariage. Contre l'avis de certains de ses proches, elle entend épouser l'homme qu'elle aime, à savoir son cousin Albert de Saxe-Cobourg, avec qui elle se marie donc en 1840 et qui sera auprès d'elle un conseiller tout à fait avisé, qui recevra en 1857 le titre de prince consort. Ils auront 9 enfants. Victoria apparaîtra comme une épouse et une mère exemplaires, ce qui jure quelque peu avec ses deux prédécesseurs. Quant à Albert, imprégné de luthéranisme saxon, eh bien, il contribue au climat de pruderie qui domine à la cour, qui ne va pas d'ailleurs sans une certaine hypocrisie propre à la société victorienne. Alors, Victoria
Victoria va chercher à rétablir des liens avec les cours européennes, notamment avec la cour de France. C'est Louis-Philippe qui est sur le trône à cette époque. On a même un rapprochement tout à fait assumé, franco-anglais. Les historiens ont pu parler d'une première entente cordiale à l'orée des années 1840. Victoria se rend en France, Louis-Philippe la reçoit au château d'Eu, et Louis-Philippe, de plus, c'est le beau-père de son oncle Léopold de Belgique, ce qui contribue à créer des liens supplémentaires. En tout cas, c'est la première fois qu'intervient sur le continent une rencontre entre le souverain d'Angleterre et le souverain de France. Il fallait remonter au camp du Drap d'Or en 1520 pour avoir eu un événement comparable. Bonne relation donc entre les deux cours, et d'ailleurs en 1848, quand la Révolution va emporter la monarchie de Juillet, la monarchie orléaniste, eh bien les Orléans, à commencer par Louis-Philippe, vont se réfugier en Angleterre où ils seront bien accueillis. Alors certes, le coup d'État du 2 décembre inquiète à Londres, comme dans beaucoup de capitales européennes, surtout quand il est suivi un an après de la restauration de l'Empire. Le souvenir napoléonien reste encore très, très vivant dans les cours d'Europe. Mais finalement, Victoria va apprécier Napoléon III, qui était lui-même anglophile, qui avait trouvé refuge en Angleterre pendant la période de ses errances d'opposants exilés. Et Victoria va venir en France. Napoléon III sera reçu également à Windsor, et les deux pays vont même se retrouver alliés le temps de la guerre de Crimée entre 1854 et 1856. Pour le reste, le pays sur lequel règne Victoria connaît à l'époque une remarquable stabilité politique. Les réformes progressives qui ont été mises en œuvre soit par les conservateurs, soit par les libéraux, vont contribuer à faire évoluer le pays de manière pacifique sous les gouvernements de Peel, de Palmerston, de Gladstone, de Disraeli. Cela va faire que le Royaume-Uni va se retrouver à l'écart des révolutions qui secouent l'Europe en 1848. Mais déjà, en amont, les catholiques avaient été émancipés dès 1829. Dès 1832, une réforme électorale et administrative avait limité l'influence des grands propriétaires, et ces réformes avaient été confirmées en 1867, puis en 1884. Et elles avaient été le fait autant des libéraux que des conservateurs, tels que Disraeli, par exemple. Alors bien sûr, il y a des problèmes. Le problème irlandais, qui va occuper tout le 19e siècle, jusqu'à la guerre d'indépendance à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le problème irlandais, bien sûr, le mouvement ouvrier qui se développe à la faveur d'une industrialisation massive et de l'accroissement considérable de la classe ouvrière, avec des théoriciens tels que Robert Owen, tout un mouvement chartiste qui réclame le suffrage universel. Alors ces diverses contestations sont finalement contenues, sont finalement tenus en respect par le pouvoir, et globalement c'est dans le cadre d'alternance paisible au sein de l'oligarchie dominante que les gouvernements conservateurs ou libéraux se succèdent. Dans un pays qui connaît une prospérité insolente, à laquelle ont contribué les lois de libre-échange de 1846, les théoriciens libéraux comme Richard Cobden ont réussi à imposer l'abolition des fameuses lois sur les grains pour favoriser la libération du commerce extérieur avec des succès. La France va signer en 1860 un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Alors tout cela donc entraîne une prospérité insolente. Tout cela contribue à la suprématie industrielle d'une Angleterre qui sur ce terrain
avait pris beaucoup d'avance, puisque sa révolution industrielle commence en fait dès les années 1760. Tout cela est symbolisé par le chemin de fer, la généralisation du chemin de fer, moyen de transport qu'apprécie beaucoup d'ailleurs Victoria. Et l'un des symboles de ce dynamisme économique et industriel, eh bien, c'est l'organisation, à l'initiative du prince Albert, de la grande exposition universelle de Crystal Palace qui se tient à Londres en 1851 et qui va servir de modèle à toutes les grandes expositions universelles qui vont suivre au cours des années suivantes. Il y a là 14 000 exposants, 6 millions de visiteurs, c'est un succès extraordinaire. La reine elle-même va s'y rendre une quarantaine de fois. Tout cela témoigne, encore une fois, d'une prospérité, d'une réussite que certains peuvent considérer comme insolente. Mais derrière cette image extrêmement positive, il y a aussi des inégalités sociales énormes qui demeurent. À la campagne, 1 millier d'individus possèdent le quart des terres, à peu près, et il y a l'enfer des grandes métropoles urbaines où la misère de quartiers entiers est la règle, dans un contexte d'explosion démographique dont les soupapes de sûreté sont soit la mine ou l'usine, soit carrément l'émigration vers les nouveaux mondes. Ce n'est pas un hasard si la première internationale ouvrière est créée à Londres en 1864. Ce n'est pas un hasard non plus si l'armée du salut, qui se donne pour vocation de lutter contre la pauvreté, est créée également à Londres en 1878. Entre-temps, pour revenir à Victoria elle-même, elle subit un choc terrible en 1861 avec la mort du prince Albert, qui va succomber à une fièvre typhoïde. La reine est inconsolable, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle va pratiquer un deuil solitaire en le manifestant de manière appuyée, accentuée, davantage à Balmoral qu'à Windsor, c'est tout un symbole. Elle ne supporte plus que ses très proches, son serviteur écossais John Brown, puis ensuite un serviteur indien qui succède à celui-ci après son décès. En fait, tout cela fait qu'à ce moment précis, le prestige de la monarchie est quand même atteint. Mais il y a un ministre qui est Benjamin Disraeli qui entend inverser sur ce point le cours des choses, qui veut rehausser le prestige de l'institution, et c'est lui qui, en 1876, va faire de la reine Victoria l'impératrice des Indes. Nous sommes à une époque où l'expansion coloniale bat son plein, elle enthousiasme souvent les opinions publiques, qui voient dans les succès remportés outre-mer le gage d'une puissance toujours développée, et quand on évoque l'Empire britannique à l'époque, eh bien, c'est 20 millions de kilomètres carrés. Il s'étend sur l'ensemble du globe, même si certaines des colonies britanniques voient leur statut évoluer. Ainsi, le Dominion canadien qui va se constituer en 1867, qui sera suivi par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ultérieurement. Mais au moment du grand essor des années 1880-1900, eh bien, les Anglais sont tout à fait en pointe et ce sont eux qui vont se réserver les plus belles parties, à l'évidence, du gâteau colonial. Ils maîtrisent de plus les routes maritimes. La Royal Navy règne sur les flots sans partage jusqu'au début du XXe siècle. Ils ont su pratiquer, selon la formule chère aux géopoliticiens, une sélection spatiale intelligente qui leur fait contrôler les points décisifs sur la carte du monde. Sainte-Hélène, le Cap, Aden, les Falklands, Singapour, Hong Kong et j'en passe. Il contrôle aussi, c'est important, les grands câbles télégraphiques sous-marins que l'on a commencé à installer dans les années 1860. C'est un élément de puissance également important. Alors, dans ce contexte général, eh bien, Victoria, dont on fête des jubilés en 1887, puis en 1897, apparaît comme la grand-mère de l'Europe. Le prestige du Royaume-Uni semble atteindre son apogée, même s'il y a quelques problèmes. On a évoqué
évoqué l'Irlande tout à l'heure. Au tout début, dans les toutes premières années du XXe siècle, il y a la guerre des bourgs en Afrique du Sud qui ligue l'opinion européenne contre l'Angleterre. Hein. Il y a bien sûr maintenant la concurrence économique de nouvelles grandes puissances, les USA, l'Allemagne, hein, qui respectivement deviennent première puissance économique du monde en 1890 et première puissance économique d'Europe à la même époque. Hein. C'est un signal évidemment qui peut inquiéter à Londres, où de plus on constate un petit peu un certain fléchissement des valeurs religieuses qui régissaient jusque-là la société, et où on a connaissance d'événements, de faits divers, qui sont révélateurs d'un certain malaise. On pense notamment à l'épisode de Jack l'Éventreur assassinant les prostituées de Whitechapel. Mais malgré tout cela, Victoria va mourir en 1901 à la tête d'un empire évidemment qui impressionne par son étendue et par sa puissance. Cela dit, Elia Lévy, le grand historien de l'Angleterre du XIXe siècle, dit d'elle qu'elle était finalement une vieille dame assez banale, de vue bornée, sans goût pour la littérature et pour l'art, aimant l'argent, ayant un certain don d'application aux affaires et de capacité politique, mais facile à flatter et s'attendant aux flatteries. Un jugement peut-être un petit peu sévère, mais Victoria n'en a pas moins représenté un moment majeur de l'histoire britannique. Connaissez-vous Amédéo Guillé? Peut-être que non, à moins que vous soyez passionné par l'équitation, et même dans ce cas-là, c'est pas sûr. Alors Amédéo Guillé, c'est un Italien, comme son nom ne le dit pas forcément. C'est même un aristocrate italien né dans une famille piémontaise en 1909, et il a deux passions dans la vie, le bel Amédéo. L'armée, évidemment, il va faire l'académie militaire, hein, et ça sera toute sa vie, l'armée, et l'équitation. Et il fait corps avec son cheval. C'est un cavalier né. Il est vraiment fait pour ça. Et en particulier, c'est le moment, alors moi, j'y connais pas grand-chose en équitation, mais où sort ce qu'on a appelé l'équitation naturelle, peut-être plus, effectivement, plus spontanée, plus instinctive. Et il est tellement bon qu'il est un des 4 Italiens retenus pour les Jeux Olympiques de Berlin en équitation. Et il aurait probablement gagné, parce que c'était un véritable génie de l'équitation. Mais comme en même temps, il est lieutenant, et que c'est la guerre en Abyssinie, oui. Il renonce, le cœur déchiré, mais il renonce à se présenter aux Jeux Olympiques de Berlin pour aller faire son devoir, et il se retrouve à la tête d'un escadron de spahis. Il va, en 1935, en octobre 1935, faire une guerre extraordinaire. Il est un peu fou, hein. Il fonce à cheval, il entraîne ses hommes. Il va être très grièvement blessé à la main, et pendant sa convalescence, il sera décoré par le maréchal Italo Balbo. Et puis, il va préparer l'arrivée de Mussolini à Tripoli le 18 mars 1937 pour tout ce qui concerne les chevaux, pour tout ce qui concerne l'équitation. Donc, il choisit les chevaux, il les dresse, et c'est un magnifique succès. Mussolini aimait beaucoup ce genre de parade impeccable. Il aimait les chevaux aussi. Il va chercher en Allemagne, pour le Duce, un cheval qui s'appelle Ariosto, qui est un alezan absolument sensationnel. Alors ce cheval, il va le ramener évidemment en Italie. Le cheval va avoir toute une vie parce que à la fin de la guerre, les Allemands vont le ramener en Allemagne et les Américains vont de nouveau prendre ce pauvre cheval et le ramener aux États-Unis où il finira sa vie. C'était la vie du cheval Ariosto. Alors pendant le peu de temps où il passe sa convalescence en Italie, il tombe amoureux de sa cousine, qui est une très jolie Italienne qui s'appelle Béatrice Gandolfo. C'est sa cousine germaine, alors c'est un peu embêtant, donc il hésite à l'épouser et il a le cœur un peu brisé, il la quitte, et pour se remonter le moral, eh bien, il va faire la guerre d'Espagne, parce qu'il est violemment anticommuniste, donc il va participer aux batailles de Santander et de Teruel, très brillamment là aussi, il va être blessé encore, et puis il va enchaîner avec l'Érythrée, où de nouveau il se passe des choses, et là il se retrouve à la tête
de la taille d'un groupe militaire, de la taille d'un régiment, alors qu'il n'est que lieutenant. Et sa carrière n'a pas suivi, en fait, c'est pas un carriériste du tout. Et il va mener cette compagnie qu'on appellera Amhara. Il a 1700 indigènes à cheval qui lui sont absolument dédiés. Enfin, il est dévoué à un point incroyable qu'il appelle le commandante diavolo. Le commandant diable, ils sont persuadés qu'il est immortel parce qu'il est fou. Il charge sabre au clair, il a des chevaux tués sous lui, qu'à cela ne tienne, on lui change le cheval est de nouveau tué, il finit à pied avec un vieux pistolet dans la main, rien ne l'arrête et il est parfaitement à l'aise avec ces hommes qui sont tous des Érythréens, des Abyssins, enfin toutes sortes d'ethnies. Et pour les comprendre, il va apprendre l'arabe. Il va apprendre l'arabe en un temps record. Il va s'installer dans une école coranique avec les gamins du village. Il est brillantissime et très intelligent, donc il apprend l'arabe très très vite. Pendant qu'il y est, il apprend le Coran aussi, et ça va lui sauver la vie. Donc ces hommes l'adorent, et un jour où il revient Ah oui, et puis il vit aussi avec une fille d'un chef de tribu qui est absolument merveilleuse, de beauté, qui s'appelle Khadija. Alors c'était strictement interdit dans l'armée italienne de frayer avec l'indigène, mais... ils font un beau couple, Amedeo et Khadija, et puis ils sont adorés par ces hommes. Un jour, il revient et on lui dit « Vous repartez tout de suite parce qu'il y a une grande bataille à Ghordat. Il faut absolument que vous retardiez les Anglais. » Là, on est en 1941. Et il va faire des choses qui, au point de vue militaire, semble-t-il, d'après les Anglais eux-mêmes, n'ont jamais été faites. Tellement il va bien manœuvrer, 1700 hommes, c'est quand même pas énorme. Il va réussir à retarder les Anglais. À un moment, ils sont vraiment acculés, c'est fini. Et là, c'est son lieutenant en second, qui est très courageux et très fou aussi, Roberto Togni, qui dit « Bon, moi je prends 30 hommes volontaires et je fais une charge pour vous permettre de vous dégager. » Et c'est ce qui va se passer, évidemment. Ils vont tous être tués. Et les Anglais vont rendre hommage à ce jeune lieutenant qui s'est sacrifié en chargeant sabre au clair avec 30 indigènes. Donc, il continue la guerre comme il peut, puis ça sera la défaite italienne en avril 1941 à Smara. Mais lui, il n'arrête pas, parce qu'il en faut plus pour l'arrêter. Donc, il enlève son uniforme et il garde ses bons hommes qui lui sont absolument dévoués. Et il commence une guérilla. Et là, il devient le pire cauchemar des Anglais dans cette région. Donc, les Anglais mettent sa tête à prix, de plus en plus cher, mais personne ne le trahira. Et puis, bon, il est blessé. Il est vraiment blessé plusieurs fois. Il a la malaria. À un moment, il sent qu'il ne peut plus continuer, donc il renvoie ses hommes et ils se font dans le désert, on va dire. Comme il parle arabe, qu'il est extrêmement bronzé, parce qu'évidemment, ça fait des mois qu'il est sous le soleil d'Afrique, il ressemble à un arabe. Il va se cacher dans une ferme et les Anglais vont l'arrêter et le mettre en joue, mais il fait semblant d'être un yéménite sourd qui étudie le Coran et ça passe, il s'en sort. Et puis, bon, quand même, il se dit, il faudrait peut-être mieux que je quitte un peu la corne de l'Afrique, ça devient un peu chaud, là. Donc, il va aller au Yémen, il va faire absolument tous les métiers. Là, il n'a plus un sou, il est tout seul, il va être porte-fée, gardien de nuit dans un hôtel, porteur à la gare, etc., jusqu'à ce que l'imam du Yémen le repère et en face son palefrenier royal et son meilleur ami. Et puis là aussi, il repart, il traverse la mer Rouge, il se fait attaquer par des pirates qui le jettent à l'eau, il doit nager sur 2 kilomètres. Il est attaqué par des bergers en Dankali aussi qui le laissent pour mort. Enfin, il arrive à monter sur un bateau de la Croix-Rouge en faisant croire qu'il est fou et qu'il faut le rapatrier en Italie. Il arrive en Italie, là, entre-temps, il s'est passé des choses, donc il va rejoindre le roi et dire, ben voilà, je me mets à votre service. Et le roi dit, ben maintenant, c'est fini, hein, donc il faudrait que vous soyez un espion pour les Anglais, pour les Alliés. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller espionner dans des territoires tenus par les Allemands pour les Alliés. Et puis en 1947, bon, tout ça c'est terminé, il en a assez, il épouse sa cousine, on parle plus de Khadija, il épouse la jolie Béatrice, ils auront 2 enfants. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait après une vie pareille ? Eh bien, il fait Sciences Po, et puis il passe le concours de la diplomatie, et il devient
secrétaire d'ambassade d'abord, puis ambassadeur. Et il sera ambassadeur, bien sûr, dans les pays arabes, puisqu'il parle parfaitement la langue. Et il sera en particulier ambassadeur au Maroc, en juillet, je crois que c'était le 10 juillet 1971, quand le roi du Maroc fêtait son anniversaire et qu'il y a eu cette fameuse tentative de putsch. Lui, il comprend tout de suite ce qui se passe, tout de suite. Et il va sauver des dizaines de personnes. Bon, l'ambassadeur de Belgique est quand même tué, mais lui, il a réussi à sauver d'autres ambassadeurs. Il va se retrouver en Inde, il va devenir le meilleur ami d'Indira Gandhi, il va s'occuper des chevaux aussi du gouvernement hindou. Et puis, il va finir ses jours en Irlande pour s'occuper toujours des chevaux, de races de chevaux, etc. Jusqu'à quand même une très belle fête pour ses 100 ans, où on lui remet évidemment plein de décorations. Et il va mourir finalement, il aura 101 ans. Et on peut dire que c'est une vie bien remplie. Et moi, je trouve que ça mériterait un film, une vie comme ça, ou au moins un vrai livre, une vraie biographie. Et je dis bravo à Amadeo Guillet. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charlotte Dornelas, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien. Bonjour Charlotte. Bonjour. Parce qu'elle a participé, elle a pris une part même importante à la réalisation du numéro hors série de la Nouvelle Revue d'Histoire, intitulé « Être minoritaire en terre d'islam ». Un numéro, on s'en doute, largement lié à l'actualité et une actualité des plus brûlantes. Je présente rapidement le contenu de ce numéro et puis nous en viendrons ensuite à recueillir le témoignage de Charlotte Dornelas, notamment à propos de la Syrie qu'elle connaît très bien. Elle nous a donné un article sur ce sujet et surtout elle a recueilli un entretien avec l'archevêque d'Alep, dont on sait le combat qu'il mène pour le maintien de la communauté chrétienne ou des communautés chrétiennes en Orient. Alors, dans ce numéro, eh bien, un certain nombre d'articles que je signale rapidement. Un article de Marie-Thérèse Urvoy, qui est une des grandes islamologues françaises, consacrée aux relations entre l'islam sunnite et le soufisme, toute cette tendance mystique de l'islam qui n'est pas très bien vue par la majorité. On sait ce qui est arrivé à Al-Hallaj à Bagdad il y a quelques siècles. Jean-Paul Roux, le regretté Jean-Paul Roux, nous avait laissé un article concernant les Yézidis qui ont connu le martyre que l'on sait en Irak il y a 2 ans. Un autre témoignage, celui d'Erwan Durin, consacré aux Kalash, les derniers païens de l'Hindoukouche qui survivent tant bien que mal au Pakistan face à un islam hostile. De manière plus générale, une étude de la dhimmitude, ce statut bien particulier réservé aux vaincus dans les pays musulmans. Surtout deux articles très importants sur Al-Andalus. On sait la place que tient le mythe d'Al-Andalus pour nous vendre en quelque sorte la société multiculturelle ou multiconfessionnelle considérée comme inéluctable pour l'avenir. Eh bien là, 2 grands universitaires espagnols interviennent pour remettre les choses au point et démolir point par point ce mythe qui n'est pas du tout innocent, sans doute. De la même manière, Nicolas Mirkovic nous explique ce qu'a été la situation des Balkans sous la botte ottomane, alors que Tigran Yegavian nous rappelle ce que fut la tragédie arménienne dans l'Empire ottoman. Jean Bonneret, lui, nous parle des Assyro-Chaldéens, minorité chrétienne un petit peu oubliée, qui a subi au cours de la Première Guerre mondiale un sort à peu près analogue à celui des Arméniens en Orient. Elisa Bureau nous fait un tableau des diverses communautés chrétiennes d'Orient aujourd'hui menacées. Richard Millet, lui, évoque les chrétiens
chrétiens du Liban. Charlotte Dornelas évoque le calvaire des chrétiens d'Irak et de Syrie aujourd'hui, et le tout est conclu par un entretien avec Benjamin Blanchard qui anime l'association SOS Chrétiens d'Orient. Alors voilà donc pour le contenu de ce numéro hors série de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui est actuellement en kiosque et qui va y rester jusqu'aux alentours du 12 août, je crois. Alors, Charlotte Dornelas, vous êtes une familière de la Syrie. Vous nous avez donné un article sur la situation dans ce pays et vous avez réalisé un entretien donc avec Monseigneur Jean Bart, archevêque d'Alep, qui est un petit peu le porte-parole de ces communautés chrétiennes aujourd'hui menacées. Alors, d'abord, Charlotte Dornelas, que représentent ces communautés chrétiennes de Syrie et d'Irak aujourd'hui? Qu'ont-elles représenté? Qu'en est-il de la décrue en termes démographiques de ces communautés dans ces régions? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, on se trompe à chaque fois, on entend souvent beaucoup de chiffres différents d'abord parce que les recensions se font peu ou mal pour des raisons politiques parfois, ensuite parce que l'hémorragie se poursuit de jour en jour et donc avoir des chiffres précis est difficile, mais pour donner un ordre d'idée, en Irak on parlait de plus d'1 million de chrétiens avant l'invasion américaine de 2003, aujourd'hui c'est 200 000 en Irak et une perte de 80%. Donc. Et après, en Syrie, sur le pays entier, j'ai pas de chiffres. En revanche, Alep, puisqu'on parlait de Monseigneur Jean Bart, qui est archevêque effectivement à Alep, Alep, c'était 150 000 avant la guerre. Aujourd'hui, ce serait plutôt 30 000 à mon avis, vu les récents événements. Bon, en Syrie, la situation est un peu différente pour eux parce qu'il y en a beaucoup qui se sont déplacés dans le pays déjà, ou alors dans les pays alentours avec l'espoir de revenir encore, parce que, à la différence de l'Irak, il y a encore un gouvernement qui tient en Syrie, et donc un espoir de revoir la situation, redevenir stable, ce qui n'est plus du tout possible. À imaginer en Irak. Et en Irak, en plus, beaucoup de chrétiens vivaient dans la plaine de Ninive et donc ont été chassés par l'État islamique il y a 2 ans. Et eux sont réfugiés au Kurdistan irakien, mais quand on sait aussi... Alors, ils sont très bien accueillis au Kurdistan irakien aujourd'hui, mais l'histoire leur a enseigné de nombreuses fois que les Kurdes, on s'entendait bien avec eux jusqu'à ce que les intérêts kurdes ne soient plus servis par la présence chrétienne sur place, et donc ils n'ont pas envie de rester là, c'est très précaire. Et voilà, ils ont du mal à imaginer un avenir stable au Kurdistan, et puis pour des raisons aussi très concrètes, c'est que pour travailler par exemple au Kurdistan, il faut parler le kurde, et les chrétiens ne le parlent pas. Donc ça fait ça en plus à apprendre. Donc quitte à réinventer complètement une vie, autant aller, enfin beaucoup pensent qu'il vaut mieux aller dans un endroit où la stabilité sera assurée pour de nombreuses années. De nombreuses années, oui. Alors, parce que, paradoxalement, ces communautés chrétiennes avaient une situation, bénéficiaient d'une situation finalement tout à fait favorable, de minorité certes, mais une situation tout à fait favorable dans les régimes entre guillemets dictatoriaux, qu'ils l'étaient d'ailleurs de fait, qu'étaient les régimes baassistes de Saddam Hussein en Irak, d'Hafez el-Assad et de son fils Bachir en Syrie. Jusque-là, les choses allaient plutôt bien pour eux. On avait même en Irak l'un des personnalités les plus en vue du régime, Tarek Aziz, qui était un chrétien. Alors les chrétiens en Irak, ils ont souvent l'habitude, pour ceux qui fuient, et les réfugiés qui sont aujourd'hui, qui ont été beaucoup en Syrie et qui sont aujourd'hui au Liban notamment, quand on leur pose la question du régime de Saddam Hussein, ils répondent souvent Saddam Hussein avait l'avantage énorme d'être injuste avec tout le monde, et donc il y avait un peuple irakien en face de Saddam Hussein. Et donc il n'y avait pas des chrétiens, des sunnites, des chiites, et c'est ça qu'il avait réussi à faire. Donc effectivement, ils reconnaissent de la même manière, un peu dans tous ces pays-là, des régimes loin d'être parfaits, autoritaires, mais c'est pas forcément ce qui les gêne, parce qu'ils ont quand même bien conscience aussi que pour gérer une société pareille, il faut quand même une autorité assez forte. C'est ça. Et
puis multiethnique même souvent. Et en fait, donc, le côté autoritaire les gêne pas forcément. Ils disent aujourd'hui, en Syrie par exemple, ils disent effectivement il y avait un manque de liberté politique énorme, mais qui leur a jamais vraiment manqué parce qu'ils n'ont jamais été très accoutumés à cette liberté politique. Et ils disent surtout, on sait très bien ce qu'on avait, c'est-à-dire un manque de liberté sur le plan politique. En revanche, on sait aussi ce qu'on va perdre là, c'est-à-dire la liberté tout court. La liberté d'abord est la première de vivre sur leur propre terre. Donc c'est pour ça qu'effectivement ils sont très durs quand ils parlent des grands discours occidentaux sur la liberté, la démocratie. La démocratie, de manière très générale, ils se demandent vraiment pourquoi on en parle en fait. C'est autant la liberté, ça leur parle, les droits de l'homme, ils comprennent de quoi on parle et évidemment ils y aspirent comme tout le monde. Autant la démocratie, ils disent c'est un régime qui est très adapté peut-être aux sociétés occidentales. Alors de plus en plus, quand ils se penchent un petit peu, ils disent bon déjà mêlez-vous de votre démocratie à vous et puis vous viendrez nous en parler après. Et ensuite ils disent c'est pas du tout un régime politique adapté à nos sociétés. Donc ils comprennent même pas de quoi on parle quoi. Cette espèce d'impérialisme de régime politique leur parle pas du tout. Après sur le reste effectivement ils nous disent c'est cette phrase que j'ai l'habitude de citer parce qu'elle résume assez bien ce qu'on nous dit en permanence, mais c'est un monsieur qui était à Maaloula, donc petit village chrétien, majoritairement chrétien, qui a été attaqué. Oui, qui était un village un peu exemplaire. Mais oui, qui a été attaqué pour ça d'ailleurs, de manière symbolique, et qui a été récupéré avec ce même symbolisme, c'est-à-dire un village à 80% chrétien qui parle encore l'araméen, les musulmans aussi parlent l'araméen avec les autres habitants, un village dans lequel les églises datent des premiers siècles, etc. Donc un village vraiment chrétien emblématique pour ça. Et voilà, un monsieur qui s'est battu à l'arrivée des rebelles et à la reprise du village ensuite 8 mois plus tard, et qui nous disait mais vous nous parlez de liberté et de démocratie depuis 3 ans en Syrie, et la liberté c'est quoi? C'est mon église brûlée sous mes yeux, ma maison détruite et mes enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Voilà, et il dit nous on manquait pas de cette liberté là avant, on allait à l'école comme tout le monde, etc. Après sur la question de la place que les chrétiens avaient, effectivement c'est la place d'une minorité dans un pays majoritairement musulman, en Syrie sunnite et puis en Irak chiite, mais c'est aussi le patriarche Grégoire III Laham, là, qui est le patriarche melkite, a l'habitude de dire mais il faut pas s'attarder sur cette place. On demande tout le temps est-ce que vous êtes des citoyens comme les autres, etc. Il dit ça n'a aucun sens de s'attarder sur cette question parce qu'une minorité et une toute petite minorité dans un pays n'aura jamais la même place que l'immense majorité. C'est comme ça. Et il dit on avait une place, on pouvait vivre parfaitement librement, vivre notre foi et c'est tout. Et il dit en fait on entretient un peu une désespérance en voulant absolument être comme tout le monde, etc. Et il dit en plus cette idée est très occidentale et a été mise dans la tête même des peuples locaux par des pays occidentaux, parce qu'il dit cette espèce d'égalitarisme à tout prix en permanence est vraiment une idée occidentale qui a pas germé toute seule dans la tête même des locaux. Donc ils sont assez critiques sur cette volonté d'être les mêmes absolument tout le temps partout. Il dit nous ce qu'on voulait effectivement c'est avoir une liberté d'être chrétien partout tout le temps et en permanence, et ça en Syrie ils l'avaient. Alors effectivement on se pose derrière les problèmes des mariages mixtes, parce que alors là les chrétiens n'ont pas voix au chapitre en cas de mariage mixte, et c'est pour ça que les personnalités religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ont encouragé à ne pas faire de mariage mixte. Alors évidemment, nous, vu d'ici, on dit, mon Dieu, quelle horreur, c'est quand même hyper sectaire. Et pour eux, c'était aussi, d'abord, pour les personnes, c'est la meilleure solution, parce que renoncer à tout ce que l'on est, par amour à 20 ans, on peut le faire peut-être. Sur le long terme, au moment où on a des enfants, qu'est-ce qu'on va transmettre? La question devenait souvent dramatique, donc c'est plus par expérience qu'ils ont interdit de le faire. Mais voilà, mais effectivement, les chrétiens vivaient bien, ou en tout cas, j'allais dire un peu aussi mal que les autres, enfin pas pire, ou voilà, donc il manquait pas, enfin en Syrie en tout cas c'est très clair et ils nous le répètent sans cesse, et en Irak, c'est la phrase que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'idée ne leur venait pas en tout cas aux voisins musulmans d'aller empoisonner le puits du voisin, et ça c'est vraiment une conséquence pour eux, bien plus qu'une conséquence de l'islam directement, enfin en tout cas des musulmans avec lesquels de fait ils vivaient avant. Pendant des siècles. Pour eux, voilà, pour eux c'est une conséquence directe de l'impérialisme et de l'ingérence occidentale, et particulièrement américaine en Irak évidemment, et en Syrie très largement occidentale. Oui, parce que finalement les chrétiens là-bas sont de fait perçus comme collaborateurs, à tort, bien mais sûr, comme des complices potentiels des agresseurs occidentaux.
occidentaux. Tout à fait. Des agresseurs occidentaux qui se préoccupent pas beaucoup d'ailleurs de leur sort par les temps qui courent. C'est l'immense injustice de ces pauvres chrétiens, c'est qu'ils sont accusés d'être collaborateurs de gens qui les trahissent en permanence. Puis de gens qui apparemment ne s'indignent que fort peu des misères qui sont les leurs, ou qui assurent à ce sujet simplement le service minimum. Plus particulièrement la France, comment est-elle perçue? Alors la France est très triste en fait de le constater parce que c'est une déception immense. Alors là je parle plus de la Syrie puisqu'en Irak la France précisément restait le pays qui avait dit non à la guerre en Irak et donc pour les Syriens ça a été la trahison la plus douloureuse sans doute parce qu'ils s'attendaient à ce que la France assez logiquement se comporte comme elle l'avait fait en Irak, c'est-à-dire dise non très clairement et n'interviennent pas dans cette guerre. Et puis il y a un attachement évidemment, alors là plus du côté des chrétiens, mais il y a un attachement immense à la France, voilà, la tendre mère des chrétiens d'Orient comme on l'appelait, bon, alors beaucoup au Liban mais également chez les chrétiens de Syrie, très largement, et donc une trahison immense en fait, une déception. Et la plupart du temps en fait quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand on rentre en France ou comment est-ce que vous voyez l'action de la France, etc. Ils parlent de cette déception et puis ils disent surtout, la seule question qu'ils ont c'est mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait ? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous nous haissiez à ce point-là ? Parce qu'ils ont vraiment ce sentiment, enfin oui, que cet acharnement en fait à détruire leur pays sans aucune raison valable sur place. Et il n'y a même pas eu en Syrie l'histoire des armes, qui se sont avérées très largement fausses évidemment, ces histoires irakiennes, les fameuses armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein. Bon, ça s'est révélé faux et même ils l'ont même reconnu. Donc évidemment, mais je veux dire. Sur le coup, il y avait au moins ça. Encore tout récemment. Voilà, Tony encore Blair. tout récemment. Oui. Mais Tony Blair qui nous a expliqué quand même, après avoir reconnu qu'effectivement tout n'était pas prêt, etc., il a dit que je ne regrette rien, le monde est maintenant meilleur et plus sûr. Il faut quand même l'entendre pour le croire. C'est pas forcément l'avis des Irakiens de base. C'est ça. Et les Syriens, voilà. J'avais écrit juste en commentaire, c'est amusant parce que j'avais juste écrit en commentaire, il faut vraiment le lire pour le croire. Et j'ai un député d'Alep d'ailleurs, un député chrétien d'Alep qui a juste commenté il faut surtout le lire et éclater de rire pour oublier très vite. Parce que voilà, leur calvaire aujourd'hui montre bien que je ne sais pas où il a vu un monde meilleur et plus sûr, même chez nous d'ailleurs. Mais voilà, c'est grotesque. Mais alors en Syrie, il n'y avait même pas ça. Et tout à coup, et en plus pour beaucoup qui pouvaient être critiques même à l'égard de Bachar el-Assad ou encore plus facilement peut-être de son père, voilà, ils ont vu des relations très amicales entre tous les gouvernements occidentaux et Bachar el-Assad ou même son père. Et tout à coup, on se retourne contre Bachar el-Assad et en réalité contre son peuple et contre son pays. Parce que Bachar el-Assad va très bien aujourd'hui et que c'est pas exactement lui qui est visé. Il y a eu un contresens complet sur la nature des événements de 2011, comme l'avait d'ailleurs très bien vu dès cette époque-là notre ami Frédéric Pichon, à savoir qu'il y avait une guerre civile, en fait, une lutte entre communautés avec des islamistes qui entendaient prendre la revanche espérée depuis longtemps à la faveur de tous ces événements et pas du tout la lutte d'un peuple insurgé contre un tyran. On le voit bien. Alors aujourd'hui, je crois qu'on commence à le reconnaître, même si certains esprits obtus résistent encore, mais nous ne sommes plus quand même dans la posture de 2013 où là on était notamment notre cher président sur le point d'aller bombarder Damas. Mais François Hollande continue quand même aujourd'hui, à chaque fois qu'on l'interroge, à dire que oui, bien sûr, rien ne se fera avec Bachar el-Assad. Ce qui n'a en fait aucun sens. C'est-à-dire qu'on ne discute plus au bout de 5 ans de guerre et de 100 000 morts dans un pays, et en plus des conséquences pour le monde entier de cette guerre, et on l'a quand même tristement vu, même chez nous. On ne discute plus de est-ce que Bachar el-Assad gère bien la question économique en Syrie. Enfin, plus personne n'en est là. Et François Hollande continue à en être là en disant oui, il y a quand même un manque de liberté, mais je veux dire, dans quel monde il vit le manque de liberté aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il soit... Il vit dans un monde où il est extrêmement dépendant de ses bailleurs de fonds saoudiens et qataris, puisque la France, qui avait au contraire des liens historiques avec la Syrie, qui furent conflictuels, mais qui avait quand même des liens culturels, notamment à travers la francophonie, une bonne partie des élites syriennes, la France a fait le choix des monarchies, certes riches en dollars, mais les plus rétrogrades, les plus anachroniques du Golfe. Même chose dans les rapports avec l'Iran, d'ailleurs. Ce qui vaut régulièrement, d'ailleurs, des réflexions assez cinglantes
de la part des Syriens qui nous disent en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé que ça fait 5 ans que vous nous expliquez que vous allez nous rendre plus libres avec les Saoudiens. Ben voilà, c'est ça. Et c'est vrai que dit comme ça, et pourtant le résumé est assez bon. Les Saoudiens qui sont les porteurs du wahhabisme, qui est l'idéologie de fond qui porte tout le terrorisme islamiste jusque chez nous. Mais bon, nous sommes familiers des contradictions, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Alors, vous êtes entretenu avec l'archevêque d'Alep, donc Monseigneur Jean Bart, qui était une figure éminente de la communauté chrétienne d'Orient. Comment voit-il les choses et quelles sont pour lui, selon vous, les priorités concernant ces ouailles? Alors lui, sa priorité absolue, c'est de les encourager à rester et de leur donner. Alors il dit, bon voilà, on peut faire de très beaux discours sur la présence chrétienne en Orient. Il dit, il y a 2 choses. On ne peut pas maintenir la présence et on veut pas, enfin ils ne veulent pas maintenir la présence pour la présence. C'est-à-dire que en soi, il dit effectivement, ça devient une toute petite communauté menacée. En soi, rester là pour rester là, ça n'a aucun sens. C'est un danger immense. Il y a une menace qui est gravissime, etc. Il dit la présence chrétienne en Orient et là à Alep en l'occurrence, ou Alep qui est vraiment l'enfer sur terre depuis juillet 2012. Il dit la présence chrétienne n'a de sens que si c'est d'abord une mission chrétienne. Alors là, il y a le discours très spirituel, religieux, où il dit voilà, on nous demande d'être le levain dans la pâte, donc d'être au milieu des autres, c'est la lumière dans les ténèbres, c'est un message de paix qui sont réellement et fondamentalement les mieux à même de porter. Ils l'ont prouvé, tout le monde leur fait confiance. La population, s'il y a bien une communauté à laquelle on fait confiance en permanence, c'est les chrétiens. Donc ils ont vraiment cette mission-là d'abord qui est spirituelle, mais il dit on peut répéter ça, etc. à des gens qui ont des petits-enfants, qui ont plus d'école, qui ont leur maison qui est bombardée tous les jours. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Donc il faut donner des raisons très concrètes aux gens de rester. Et donc lui, il développe, et alors il le faisait déjà bien avant la guerre, parce que l'hémorragie chrétienne n'a pas été initiée par la guerre, elle a été largement accélérée et rendue mortelle quasiment pour la communauté chrétienne avec la guerre, mais c'était déjà une tendance dans la région plus largement, en Syrie assez peu, mais voilà. En Irak surtout. En Irak énormément. Et puis voilà, la Syrie était le pays dans lequel ils partaient le moins, donc on nous explique aujourd'hui que les pauvres, ils ont beaucoup souffert de tout, mais bon, ils partaient pas, donc ça devait quand même aller. Et donc il agit, alors il a développé beaucoup de formations pour la jeunesse. Il aide, il finance beaucoup et la formation professionnelle et même plutôt le lycée, etc. pour les plus jeunes. Il a développé également, alors il distribue depuis l'année dernière des bourses, je sais pas, une somme d'argent à tous les jeunes couples qui ont un enfant. Et en fait, il promet que l'archevêché, les suivra jusqu'à leurs 4 ans. Donc il a énormément encouragé les gens à avoir des enfants. Ce qu'il dit, en fait, le problème, c'est que, évidemment, on est un jeune couple, on va pas avoir d'enfants parce que c'est la guerre. Mais du coup, quand on n'a pas d'enfants, il y a aussi une désespérance qui s'installe dans la communauté qui ne vit plus. Et donc, il les a beaucoup encouragés. Il dit, en fait, il y avait une question économique énorme parce que l'économie est désastreuse à Alep, que énormément de gens ont perdu leur travail tout simplement parce que beaucoup étaient marchands, commerçants et que leurs entrepôts étaient dans la banlieue qui est aujourd'hui occupée par les rebelles, donc de manière, ils ont été pillés, brûlés, ils n'y ont plus accès en tout cas. Donc beaucoup n'avaient plus de travail, donc ils commencent par régler cette question économique. Et puis voilà, il est assez incroyable parce qu'il vit comme tout le monde, c'est-à-dire sans eau, sans électricité, quand il n'y a ni eau ni électricité. Et Alep, Dieu sait si c'est régulier, parce que là encore, les centrales d'eau et d'électricité sont tenues par des rebelles. Alors je ne sais plus laquelle des deux a été tenue pendant plusieurs mois d'affilée. Ils n'ont pas eu d'électricité pendant 8 mois, par exemple. Et l'eau, pareil, était tenue par un Libyen qui décidait du sort des 3 millions d'Alepins. Et donc voilà, il a fait notamment des distributions d'eau, des distributions d'ampères pour que les gens puissent s'éclairer un minimum. Donc voilà, il essaye de faciliter un peu, d'adoucir, comme il dit, le quotidien des Alépins, et puis de leur expliquer pourquoi il est important qu'ils restent aussi, parce que c'est leur terre. Il a aussi une grosse partie de son travail qui consiste il bouge beaucoup, il est en permanence dans toutes ses églises, il va à la rencontre de ses paroissiens, et il prend beaucoup de temps aussi pour leur expliquer que ailleurs, c'est pas l'Eldorado qu'ils imaginent aussi, parce que parfois, parfois et même très souvent,
ils imaginent que tout sera facile ailleurs. Alors déjà, pour des raisons très concrètes, rien ne sera facile parce qu'il n'y a pas la langue, parce qu'il n'y a pas la culture, il n'y a pas les habitudes. Et effectivement, avec des chrétiens, c'est plus facile parce que, au moins sur la question chrétienne, on se comprend, mais il n'empêche que c'est quand même une culture qui est très différente. On ne vit pas de la même manière. Il y a en plus, et alors ça, pour les Syriens, chrétiens ou pas d'ailleurs, qui sont venus en Occident déjà pour divers voyages, etc., eux ont bien conscience que le nihilisme occidental est peut-être leur fait à eux bien plus peur encore que... N'est pas une alternative, évidemment. N'est pas une alternative satisfaisante, mais en plus c'est une alternative qui sont... incapables, mais au sens très assez noble du terme, en fait, incapables de comprendre. C'est-à-dire que très régulièrement, quand il y a des lois qui passent ici et qu'on arrive en Syrie, ils nous disent on a entendu ça, ils sont persuadés que c'est une blague, mais ils ne peuvent pas imaginer une demi-seconde qu'on puisse légiférer sur... alors là, j'ai pas d'exemple, le mariage homosexuel, évidemment, par exemple, mais même très régulièrement, c'est marrant parce qu'ils suivent assez du coup, parce que la France prend une large part, le gouvernement français en tout cas, dans leur vie depuis quelques années, et parfois vraiment ils sont ils sont incapables de le comprendre. Donc ça déjà, ça leur fait peur et du coup ils le comprennent que la vie en Syrie est quand même plus évidente pour eux, ne serait-ce que culturellement et puis dans la manière de vivre, familialement aussi. C'est quand même des peuples qui vivent très en famille et chez nous la famille est tellement détruite qu'ils ne peuvent pas retrouver ça. Et puis après vient la question de l'islam, de la présence de l'islam, que certains ignorent totalement. Je me souviens d'un jeune Irakien qui nous avait dit non mais moi au moins je m'installerai en Irak. Alors c'est des gens qui vous disent en permanence mais nous ici on vit très bien avec les musulmans, on a toujours très bien vécu avec les musulmans, mais par contre ils nous disent non, si je veux m'installer en Europe c'est parce qu'au moins il y a pas de l'islam n'existe pas en Europe et au moins ça fait un problème en moins. Et quand on a appris à ce jeune homme qu'il y avait quelques mosquées quand même chez nous, il a fondu en larmes en fait. Et voilà, donc ils essayent de réaliser ça aussi et il le fait lui avec eux. Merci Charlotte Dornelas pour toutes ces informations. Je vous renvoie au numéro hors-série de la Nouvelle Revue d'Histoire où vous retrouverez donc les textes de Charlotte Dornelas consacrés à la Syrie.